coquine et de l'attitude particulière de cette petite Alice Liddell qui a quand même inspiré aussi à sa manière, et donc ça a donné l'Alice que j'ai faite dans le livre, mon Alice qui, j'espère, conserve à la fois ce côté voilà, un peu diaphane, angélique qu'il voulait, et en même temps cette espièglerie propre à l'enfance qu'a le personnage plusieurs fois en tout cas dans le livre. Si on revient d'ailleurs à l'image, ce qui est très marquant là en termes de technique, c'est que le fond et le détail est cerné, etc. Et alors vous avez un travail là, des cheveux, de la fourrure du lapin qui est quasiment vraiment cheveux par cheveux. Oui, c'est mon problème. C'est la peinture flamande, tout à fait. Alors ça, mais c'est un problème. J'aimerais, moi les dessinateurs que j'adore, par exemple, moi je suis fou de Sampé, je suis fou d'Édouard Gorée, je suis fou de ces dessinateurs qui ont un dessin extrêmement léger, synthétique, qui sont capables de suggérer énormément en très peu de traits. Je suis l'exact opposé de ça. Vous avez dans vos esquisses quand même que vous avez un sens du mouvement. Oui, mais j'ai un sens de ne pas arriver à l'arrêter. C'est mon problème. Mais c'est vrai que il y a des moments, il est temps de s'arrêter sur les poils. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une obsession. Maintenant, voilà, après, on ne peut pas aller contre soi. Donc voilà, je dessine comme ça. Mais j'essaye quand même, vous voyez, par endroit, d'être plus succinct. Bon, là, vous voyez pas parce que le rétro est horrible. Mais bon, là, j'ai quand même des coups de brosse un peu costauds, qui sont pas dans la délicatesse totale. Mais voilà, c'est vrai que j'aime aussi ce type de peinture. Là, c'était pour moi l'inspiration de la reine. C'est-à-dire que dans les écrits, il parle de la reine de cœur, il parle d'une reine, donc là, c'est telle qu'elle apparaît. Donc on voit bien la filiation. Donc c'était, vous avez reconnu Élisabeth Ier, qui était une reine un peu terrible et qui portait des tas d'habits qui formaient des cœurs. En fait, si vous regardez là son vêtement, si vous regardez sa coiffure aussi, le rouge de ses cheveux, et c'était une reine extrêmement sanglante. Et je pense qu'effectivement, qu'on lui coupe la tête n'est pas venu de nulle part. C'était inspiré effectivement de cette reine. Donc là, une fois de plus, j'ai voulu revenir à cette idée et créer du coup un personnage de cette inspiration élisabéthaine et qui laisse éclater sa rage un petit peu à tout instant. Et là, bon, encore une fois, vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce dessin, c'est que c'est parmi les derniers dessins du livre. Et en fait, petit à petit, c'est assez subtil. Je l'ai vu tout à l'heure, que les gens ne voyaient pas nécessairement, mais les personnages du jeu deviennent de plus en plus plats. C'est-à-dire que là, ne sont en volume que son visage et son vêtement est tout à fait plat. Et vous verrez dans une autre image qu'à la fin, ils sont tout à fait plats et ils redeviennent des cartes. Et c'est quelque chose qui jalonne le livre et qui se fait de manière assez subtile. Donc du coup, je suis sûr que 80% des gens vont passer à côté. Mais moi, je le sais. Voilà. Je sais que je l'ai fait. Bon, une dernière pour parler, parce que là pour le coup, j'ai pris ce risque-là, parce que je pense, j'ai pas d'écrit qui atteste, sur les autres oui, là-dessus j'ai pas d'écrit qui atteste que c'était une volonté, parce que je pense qu'il pouvait pas écrire, mais pour moi, le personnage de la duchesse était inspiré par la reine Victoria, parce que le personnage de la duchesse c'est un personnage qui est tout à fait horripilant. D'ailleurs, on sent bien l'agacement de Lewis Carroll lorsqu'il écrit au sujet de ce personnage, qu'il est en train de dire mais cette femme elle moralise tout, à chaque fois elle essaie de trouver de la morale dans n'importe quelle phrase, et Alice dit mais dis donc, il n'y a pas de la morale dans tout, ça n'a pas de sens, ou alors ce serait pas moral. Et donc c'est assez amusant en fait, comme il se joue encore, il joue du sens, il tourne le sens, et c'est vrai que la reine Victoria lui a posé beaucoup de problèmes à Lewis Carroll lui-même, à Alice Liddell aussi, qu'elle n'a jamais accepté qu'elle rentre dans sa cour parce qu'elle avait divorcé, c'était pas selon les bonnes mœurs, donc ça vous montre un peu quand même le personnage, parce qu'il faut quand même se rendre compte que pour le centenaire de Lewis Carroll, c'était une fête nationale, il y avait énormément d'événements, et la reine et Alice Liddell ne pouvaient pas se croiser. Or, c'était un petit peu... Bon, c'était compliqué quand même. Et donc, tout ça pour vous dire que je suis parti sur ce personnage-là, donc pour créer la duchesse, qui est donc très très morale. Alors,
été des inventions totales pour... Sur celui-ci, un petit peu, mais pas trop, à la victorienne. C'est-à-dire que... Lewis Carroll, Tenniel, Rackham, et vous. Et moi. Donc oui. Pour la tortue. Pour la tortue, alors, qui est aussi difficile à dessiner qu'elle est à traduire. C'est-à-dire que le mot anglais, c'est The Mock Turtle, qui est intraduisible. Donc, la traduction de Henri Parizeau, que j'ai décidé d'illustrer, il l'a appelé la tortue fantasy. La traduction commune, c'est aussi la simili-tortue. Aucun des deux traduit vraiment ce que veut dire ce mot, qui ne veut à peu près rien dire. En tout cas, dans les dessins de Carroll, voilà, n'est pas une tortue. N'est pas définie. En fait, la seule définition qu'on en a, c'est par la reine qu'elle est donnée. Lorsqu'Alice lui dit la mock turtle, mais qu'est-ce que c'est? Elle lui dit c'est avec ça qu'on fait la soupe. Alors vous allez dire, mais c'est quoi une soupe de mock turtle? En fait, c'était la soupe à l'époque victorienne qui était extrêmement populaire mais très très chère. C'était la soupe de tortue, mais que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. Donc on avait inventé une fausse soupe de tortue qui était faite à base d'abat de veau, c'est-à-dire tête, pattes, queue. Donc ce qui ressort, c'est là qui est formidable chez Tenniel, c'est le génie qu'il a eu, parce que c'est pas Lewis Carroll qui lui a dit, il a fait une carapace de tortue lutte comme ça, de laquelle sortait la tête, les pattes et la queue. Et donc tout ce qui constitue la soupe, la mock turtle soup, donc c'est la fausse soupe de tortue si vous voulez. Et cette idée, elle était formidable. Quasiment tout le monde l'a repris, y compris le grand Rackham, parce qu'elle était tellement juste. Alors, je m'étais dit, quand même tout le monde l'a reprise, ce serait bien de faire un petit peu différent. Et j'ai voulu reprendre quelque chose qu'avait fait Lewis Carroll, que les autres n'ont pas fait. C'est que Lewis Carroll, il a fait que cet animal, là, cet hybride, s'est construit sa propre carapace. On le voit que c'est une construction. Et ça m'a intéressé parce que ça va tout à fait avec le personnage. C'est-à-dire que le personnage passe son temps à se construire un petit peu sa vie en mal. C'est-à-dire vraiment, il voit toujours le verre à moitié vide, tout est toujours terrible, je sais pas, c'est terrible, je suis assis, c'est terrible, bref, il est insupportable. Et je m'étais dit que ce serait intéressant qu'il se construise sa carapace, et j'ai commencé à réfléchir, mais il la ferait en quoi elle pourrait être faite. Et je me suis rendu compte, en faisant mes recherches, que les fameuses crumble soup, les fameuses boîtes de conserve sont apparues à peu près en même temps que l'écriture d'Alice, 2 ans avant. Et que cette crumble, la mock turtle soup, c'était la plus populaire des conserves. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un télescopage. En plus, pour la petite histoire, c'était la soupe préférée de Warhol aussi, la mock turtle soup. Donc je me suis dit que j'allais faire aussi une référence, attendez, il va falloir que j'aurais pu vous voyez jusqu'où va la fameuse mock turtle soup telle qu'elle était. Et donc on retrouve dans la simili tortue. Voilà pour ce personnage. Donc vous avez vu, c'était un petit peu long pour vous le raconter, mais parce que ça a été un petit peu long aussi à créer. C'est un des personnages qui m'a créé le plus de problèmes avec la reine de cœur, qui a été difficile aussi à faire finalement, bien que j'ai été très proche de la reine Elisabeth Ier. Pour en arriver là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu je ne sais combien de versions. Alors, vous n'avez pas fait que les illustrations de ce livre, vous en avez eu vraiment une conception globale en tant qu'icographiste, et donc ça implique que vous avez réfléchi la mise en page, tous les éléments qu'on appelle les éléments de péritexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure finalement le texte en lui-même et les illustrations, une page de garde, toute une identité autour de ce livre. Et un format aussi. Le format, c'est quelque chose d'assez important. C'est vrai que tout de suite, je pense que lorsqu'on voit le livre, on voit qu'on n'est pas dans un album petite enfance. On est dans un livre qui a une certaine épaisseur et qui effectivement s'adresse plutôt aux grands enfants, aux adolescents et aux adultes. Ce qui pour moi est le niveau de langue du texte. C'est-à-dire que c'est pas un texte petite jeunesse. Quand même. C'est pas
à 6 ou 7 ans, il me semble. Il faut avoir une dizaine d'années pour commencer à le lire. Et c'est vrai que je suis revenu un petit peu au format original, hein, c'est-à-dire la toute première édition qu'on voit là, c'est de 1865. Donc il y avait cette couverture rouge avec ce qu'on appelle un marquage à chaud, un fer à chaud doré ici, qui représentait Alice tenant donc le fameux bébé cochon. Et en quatrième de couvre, on retrouvait le Cheshire Cat. Alors cette version, c'est Lewis Carroll qui l'avait entièrement téléguidé, puisque normalement tous les bouquins de Macmillan à l'époque étaient verts. Lui, il a fait commander exprès une toile rouge, parce qu'il a dit non, mais les enfants préféreront le rouge, c'est beaucoup plus sympa. Et donc il a fait. Et finalement, une fois que le livre est arrivé, il lui a pas plu du tout. Les livres étaient déjà distribués, et donc il a fait rapatrier à ses frais tous les livres et il les a pilonnés. Donc ça nous montre bien quand même que. Et il a enfin fait une version qui rendait plus grâce à ses yeux cette version-là qui était extrêmement ornementée, un petit peu l'opposé de la version d'avant, qui avait un fer à chaud doré aussi, qui était bleu cette fois-ci, et qui avait effectivement, qui rappelait un petit peu le motif des cartes. Et j'ai voulu, dans ma version, réunir un petit peu ces deux versions, parce que finalement, malgré Lewis Carroll, la première version est quand même restée la première version, et quand lorsqu'il a réédité, par exemple, il a fait de l'autre côté du miroir, il est revenu à cette couverture rouge, mais il y a quand même eu entre les deux cette idée de carte. Et donc, un petit peu, ma couverture va mélanger un petit peu ces deux idées. Bon, après, c'est pas une copie non plus exacte, hein, puisque ça a déjà été fait. Et de l'autre côté, ça m'avait amusé, de mettre effectivement Alice qui tient dans les bras, un petit peu comme le macaron, et de l'autre côté, comme vous montre Sophie, avance, le Cheshire Cat aussi. Donc, on a vraiment un clin d'œil, en fait, à la première couverture d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est vrai qu'on parlait de la typographie et des jeux de police. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé et qui a intéressé Lewis Carroll lui-même. Hein. C'était quand même extrêmement, enfin je sais pas, parce que Sophie est spécialiste, ça pourrait le dire, mais il me semble pas qu'à l'époque il y ait beaucoup de livres qui jouaient autant de la typographie qu'Alice au Pays des Merveilles. On a Apollinaire, on a d'autres poètes qui sont bien plus tardifs. C'est vrai que cette conception visuelle en fait de la page est extrêmement moderne. C'est ça, et c'est fascinant parce que il l'a fait dès le premier manuscrit. C'est quand même incroyable d'en être là, et ça fait partie en fait de la narration. C'est pour ça que je l'ai repris, mais tout le monde a repris La Queue de la Souris. En revanche, c'est vrai que j'ai voulu reprendre des petites subtilités. Par exemple, plusieurs fois, il va appuyer certains textes. Il dit elle était écrite avec de jolies lettres, et alors il va l'écrire un petit peu différemment, Drink Me. Et je vais reprendre un petit peu ces principes-là dans la mise en page. J'essaye en fait de faire en sorte que la typo et que les cabochons, c'est-à-dire ces petits dessins en fait qui accompagnent le récit, ils sont dans la partie texte, hein, qui d'ailleurs sont d'une grande sobriété, noir et rouge. Qui rappellent un peu les cartes, voilà, qui rappellent les jeux de cartes, c'est de l'encre de Chine et du Posca cette fois-ci. Oui, je vous ai pas dit l'autre technique, c'était de la gouache et de l'huile sur papier, qui est une technique plus riche, qui permet plus de subtilité. Là, c'est vrai que c'est très sobre. Ça rappelle un peu les dessins originaux, mais surtout ça rappelle les dessins des cartes, en fait, des cartes à jouer, qui est quand même un élément essentiel du livre. Et donc il y avait ces fameux rabats dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui effectivement vont rythmer le récit, qui vont vraiment permettre au lecteur de participer comme ça à cette évolution et à ces changements de taille, jusqu'à la fin. En fait, celle-ci c'est le dernier rabat, et quelque part on referme un petit peu l'histoire, on referme un petit peu le rêve sur... c'est celle-ci. Vous voyez les couleurs quand même, hein. Vous voyez la catastrophe depuis tout à l'heure, hein. Ah, c'est pas pareil. Et l'original est mieux en bas. Ça vaut le coup de bien lire. Là, elle est extrêmement impressionnante, cette image, sur la gestion du flou, du mouvement circulaire. C'est vrai que j'ai voulu une composition un peu circulaire, qu'on soit un petit peu comme dans un tourbillon. Donc bon, là c'est un peu technique, mais je peux vous expliquer comment je fais. Voilà. Bon, vous avez vu que c'est pas la même couleur, hein, donc faites comme si vous aviez les bonnes. En fait, là, je joue sur deux choses. Je joue sur des flous de mouvement ici, des flous directionnels, c'est-à-dire que c'est des flous qui vont indiquer une vitesse.
Et je vais jouer effectivement sur une compo, comme l'a très justement remarqué Sophie, je vais jouer sur une compo circulaire, c'est-à-dire qu'en fait toutes les lignes de force, c'est-à-dire les lignes principales en fait du dessin, elles vont circuler comme ça et elles vont créer un tourbillon. Et normalement, si mon dessin est bien composé, vous êtes tous en train de regarder ses yeux à la fin, c'est-à-dire que vous terminez sur son regard. Et donc il y a un jeu de miroir aussi. C'est comme ça que ça marche en fait. Ça, on appelle ça le parcours de l'œil. Il y a différentes techniques pour arriver en fait à ce que le lecteur regarde ce qu'on veut qu'il regarde dans le mouvement et dans le sens qu'on veut qu'il regarde. Et il y a différentes techniques. Là, c'est une composition comme ça. Et elle m'était venue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle m'était venue de cette petite invention qu'avait breveté Lewis Carroll. C'était en fait à l'époque, bon, maintenant on envoie des mails. À l'époque, on envoyait beaucoup de lettres, lui il en a envoyé beaucoup, et donc on avait aussi des petites boîtes à thym, et il a eu cette idée géniale de faire une boîte à thym avec des espèces de petits rabats qui faisaient qu'en fait, on pouvait faire apparaître et disparaître le cochon, et apparaître et disparaître le Cheshire Cat, avec un système de thym. Je trouvais ça génial, et donc je voulais aussi faire référence. Oui, globalement, tous ces systèmes que vous intégrez dans l'album illustré, finalement, ce qui est pas encore du tout la règle qu'on commence à percevoir, et finalement aussi un bel hommage à cette époque victorienne qui a énormément fait avancer l'édition des livres, qui a fait avancer les systèmes. Les pop-up de Ben Hofer, encore maintenant, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. On ne sait pas comment ils ont conçu des trucs pareils. C'était une période d'invention au niveau de l'objet qui était extraordinaire. La fin du 19e, début du 20e, c'était formidable. Les livres tunnels, enfin, c'était magnifique. Enfin, bon, moi, je ne sais pas pour rien que j'adore la période, hein. C'était quand même une période sympa. Bon, j'aurais pas voulu y vivre. Il y a 2-3 trucs qui n'étaient pas si sympas. Mais au niveau de la création artistique, en tout cas, c'était génial. Donc là, on n'a toujours pas beaucoup d'enfants. Ça va? Bon, ça va. Parce que là, on passe à la partie un peu plus difficile. Non mais tout va bien, hein, je vous rassure. C'est les références picturales en fait dans le livre. C'est vrai que je vous avais parlé des photographies des Lewis